Si un visage vous rappelle quelqu'un que vous avez enterré il y a des années, est-ce votre cœur qui parle ou votre esprit? Écrivez vos commentaires. Le cœur ou l'esprit? Vous verrez, les deux seront présents dans cette histoire. La neige tombait en gros flocons paresseux, recouvrant Ferril d'un manteau blanc et silencieux. Luke Carter tenait fermement le volant d'une main, tandis que de l'autre, il serrait une tasse de café tiède, alors que son pick-up roulait bruyamment sur la route sinueuse. Rosie, emmitouflée dans un manteau rose et des cache-oreilles violets, fredonnait doucement sur la banquette arrière, ses bottes se balançant juste au-dessus du sol. L'école avait été annulée à cause de la tempête et Luke se rendait de toute façon au magasin. Le camion du vieux monsieur Albert ne se réparerait pas tout seul, et Bills n'attendrait pas que le ciel se dégage. Alors qu'il négociait le virage près du pont de Hollow Creek, ses phares éclairèrent un éclair argenté, de travers, à moitié enfoui dans un banc de neige. L'instinct prit le dessus sur la réflexion. Il appuya sur les freins. Le camion dérapa légèrement sur la plaque de glace, les pneus crissant sur la neige alors qu'il s'arrêtait quelques mètres plus loin. Il passa la vitesse de stationnement, marmonnant rapidement « Reste là, bébé !» à Rosie, alors qu'il ouvrait la porte et sortait dans l'air glacial. L'avant du coupé était enfoncé, de la vapeur s'échappant sous le capot froissé. Un phare clignotait faiblement, comme s'il n'avait pas encore tout à fait rendu l'âme. Il s'approcha rapidement, ses bottes s'enfonçant dans la neige. La portière côté conducteur était enfoncée et, affalée derrière le volant, se trouvait une femme, la tête penchée, du sang coulant sur sa tempe, les yeux clignant juste au moment où il l'atteignait. « Hé, vous m'entendez ?» La voix de Luke était basse mais urgente. Il s'agenouilla à côté d'elle, appuyant doucement deux doigts sur son pouls. Régulier, froid, mais vivant. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « Où suis-je » murmura-t-elle. « Sur une route secondaire près de Hollow Creek. Vous avez eu un accident. Pouvez-vous bouger ?» Elle grimaça en acquiesçant. « Je pense que oui. » Luke l'aida à sortir prudemment de l'épave, sa veste déjà retirée et enroulée autour de ses épaules. De près, son visage était éclairé par la lumière de ses phares. Quelque chose en lui se figea. Il connaissait ce visage, pas exactement, mais quelque chose dans ses yeux, verts et grands, le transperçait comme un souvenir trop vif pour être nommé. Depuis le camion, Rosie cria « Papa, elle va bien ?» Luke déglutit péniblement, les yeux toujours rivés sur ceux de la femme. « J'espère », répondit-il. Mais quelque chose en lui savait déjà. Ce moment n'était pas la fin de quoi que ce soit, c'était le début. Luke s'assit sur le bord de la chaise de l'hôpital, les coudes posés sur les genoux, les doigts crispés, comme s'il retenait quelque chose. L'odeur stérile de l'antiseptique flottait dans l'air, se mêlant de façon inconfortable au bourdonnement des machines et au bip silencieux qui marquait le temps des battements cardiaques. À travers la petite fenêtre, la neige continuait de tomber. La ville à l'extérieur était gelée, mais ici, tout semblait en feu. Sa poitrine, ses pensées, son passé. Il avait demandé une faveur pour qu'elle soit examinée rapidement. L'infirmière des urgences lui avait demandé s'il était de la famille. Il ne savait pas quoi répondre. Pas encore. La femme était allongée sur le lit d'hôpital, toujours inconsciente, la tête bandée à l'endroit où la blessure avait saigné jusqu'à son col. Ses joues étaient pâles sur le blanc éclatant de l'oreiller. Mais ce n'était pas la blessure qui avait figé Luke sur place. C'était son visage. Ce n'était pas exactement le sien. Rien ne l'était jamais. Mais la forme de sa bouche, l'angle de sa mâchoire, la légère courbe de son front, c'était Clara. Pas une jumelle, pas une copie parfaite, mais suffisamment proche pour que ses mains se mettent à trembler dès qu'il l'avait sortie de la voiture. À présent, dans le calme de cette pièce, sans la neige et la panique qui obscurcissaient son esprit, la ressemblance devenait presque insupportable. Il n'avait pas vu le visage de Clara depuis près de 4 ans, mais il ne l'avait jamais oublié. Il était présent dans chaque souvenir de leur petit mariage, dans les coins du sourire de Rose, dans les rêves dont il ne parlait pas. Et maintenant, il était là, vivant, respirant, meurtri, mais réel. Luke se frotta la mâchoire, essayant de chasser le frisson qui lui parcourait le dos. Il ne croyait pas aux fantômes, mais ceci était autre chose. La femme remua. Ses lèvres bougèrent légèrement. Un murmure plus proche du souffle que du son. « C'est elle ?» Il se pencha en avant, le cœur battant à tout rompre. Elle cligna lentement des yeux, ses paupières lourdes laissant apparaître un vert vif. « Non », murmura-t-elle. Luke se recula, le nom résonnant en lui comme une cloche tombée dans l'eau calme. La sœur de Clara, celle que personne n'avait vue depuis des décennies, celle dont Clara n'avait plus jamais parlé. Le chauffage du pick-up luttait contre le froid, crachant des bouffées d'air tiède tandis que Rosie se blottissait sous son manteau bouffant, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle pressa ses mains gantées contre la vitre, embuant le verre à chaque respiration.
Dehors, son père se tenait à côté de la femme de l'accident, sa grande silhouette accroupie, sa veste drapée autour d'elle comme une couverture. La neige continuait de tomber, silencieuse et douce, recouvrant le monde comme un secret. Rosie ne dit rien au début. Elle se contenta d'observer. Son père avait déjà aidé des inconnus. C'était le genre de personne qu'il était. Mais cette fois-ci, quelque chose semblait différent. La façon dont il bougeait, la façon dont il regardait la femme. Il y avait une sorte d'immobilité en lui, comme s'il ne savait pas s'il voyait un rêve ou un souvenir. Rosie ne savait pas comment nommer ce sentiment, mais elle le ressentait. Le visage de la femme était maintenant plus net dans la lumière des phares du camion. Même depuis le siège arrière, Rosie pouvait voir la façon dont ses cheveux tombaient, lâches et foncés, tout comme ceux de maman. La courbe de son nez, la forme de ses lèvres. Elle cligna des yeux, le souffle coupé. « Papa », dit-elle doucement, presque trop bas pour s'entendre. Luc ne se retourna pas. Il s'efforçait d'aider la femme à s'asseoir sur le bord du plateau du camion, lui parlant doucement, lui posant des questions que Rosie ne pouvait pas comprendre. Rosie pressa son visage contre la vitre froide, parlant un peu plus fort cette fois. « Papa, c'est maman ?» Luc releva brusquement la tête, les yeux écarquillés. Il s'avança vers le camion, le visage indéchiffrable dans la pénombre. Il ouvrit la portière côté passager et monta à bord, secouant la neige de ses épaules. « Non, mon bébé !» dit-il d'une voix basse. « Attention, ce n'est pas maman. » Rosie ne semblait pas convaincue. Ses yeux étaient toujours rivés sur la femme à l'extérieur, qui buvait de l'eau dans un gobelet en papier, les mains légèrement tremblantes. « Mais elle lui ressemble, » murmura Rosie. « Elle ressemble à maman. » Luc détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je sais, » dit-il après un moment. « Je sais qu'elle lui ressemble. » Et pour la première fois depuis des années, il ne savait pas comment expliquer ce que cela signifiait. Les lumières fluorescentes des urgences projetaient une lueur pâle sur tout, rendant même les teints les plus chauds, ternes et fantomatiques. Luc était assis près de la fenêtre, les bras croisés, tapotant nerveusement le sol carrelé du pied. Les infirmières allaient et venaient, parlant à voix basse. Mais chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte de sa chambre, il levait les yeux, attendant, espérant obtenir des éclaircissements, des réponses, quelque chose qui donnerait un sens à cette journée surréaliste. Le médecin lui avait dit qu'elle était stabilisée. Pas d'hémorragie interne, pas de fracture, juste une vilaine commotion cérébrale, quelques côtes contusionnées et une entaille recousue au front. Physiquement, elle allait bien, mais le moment où elle ouvrirait les yeux serait le véritable test. Luc ne savait pas ce qu'il craignait le plus, qu'elle se réveille et confirme qu'elle n'était qu'une étrangère, ou qu'elle confirme d'une manière ou d'une autre ce qu'il n'avait pas osé croire. Le rideau bruissa, il se leva. L'infirmière lui fit un petit signe de tête. Elle reprend conscience. Luc entra dans la chambre lentement, prudemment, comme si l'air lui-même risquait de se briser s'il bougeait trop vite. La femme remua sous la couverture de l'hôpital, fronçant légèrement les sourcils, puis se détendant à nouveau tandis que ses lèvres s'entr'ouvraient pour laisser échapper un lent souffle. Ses paupières papillonnèrent, une main bougea, faiblement et tremblante, cherchant l'espace à côté d'elle comme quelqu'un qui tend la main dans le noir. Luc s'approcha, le doux frottement de ses bottes étant le seul bruit perceptible. Puis, à peine plus fort qu'un murmure, la voix de la femme rompit le silence. Ivy. Le nom resta suspendu dans l'air comme un fil fragile, délicat et définitif. Ses yeux restèrent fermés, son visage crispé par une douleur lointaine. Mais ce seul mot, cette seule syllabe, frappa Luc en plein cœur. Il ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Ivy, un nom d'une autre vie. Un nom que Clara n'avait prononcé qu'une seule fois, dans un moment de tristesse qu'elle n'avait jamais vraiment expliqué. Un nom enfoui dans des journaux intimes, griffonné dans les coins de vieilles photos. La maison était calme lorsque Luc rentra chez lui. Le genre de calme qui semblait plus pesant que le silence. Rosie s'était endormie dans le camion, la joue appuyée contre la sangle de la ceinture de sécurité, alors il l'avait portée à l'intérieur, l'avait bordée sous la couverture tricotée sur le canapé et s'était assuré que le feu dans le poêle à bois ne s'éteigne pas. Dehors, la neige n'avait pas cessé de tomber. À l'intérieur, son esprit ne cessait de s'agiter. Il se dirigea vers la cheminée sans le vouloir, attiré par elle, comme si quelque chose en lui savait déjà ce qu'il avait besoin de voir. Les photos encadrées se dressaient comme de petits monuments commémoratifs, des instants figés dans le temps. Le sourire de Rosie à la maternelle, Clara la tenant dans ses bras à l'hôpital, leur mariage sous cette orme tordue. Son regard balaya chacune d'elles jusqu'à ce qu'il la trouve.
celle dont Clara ne parlait jamais, mais refusait de jeter. 2 adolescentes assises, côte à côte sur le capot d'une vieille voiture rouillée, les jambes ballottées, les cheveux au vent. Clara avait alors 17 ans, son sourire était franc, sans réserve. À côté d'elle se trouvait une fille avec les mêmes yeux verts, le même menton obstiné, mais son sourire était plus petit, presque hésitant. Luke prit le cadre et passa son pouce sur le bord du verre. « Ivy Bennett », murmura-t-il, comme si prononcer ce nom allait faire ressurgir quelque chose. Il n'avait pas repensé à cette photo depuis des années. Clara n'avait mentionné Ivy qu'une seule fois, une fois, peut-être 2, et toujours d'une voix qui fermait les portes plutôt que de les ouvrir. « Nous avons perdu contact », avait-elle dit. « Il y a longtemps. C'est compliqué. » Luke avait respecté cette distance. Tout le monde a des pans de son passé qu'il préfère laisser enfouis. Mais maintenant, en regardant le visage meurtri d'une femme dans un lit d'hôpital qui ressemblait au reflet de Clara dans l'eau, il réalisait à quel point il ne savait rien d'Ivy, de Clara, de la façon dont une décision pouvait avoir des répercussions à travers le temps et s'écraser dans un banc de neige à l'extérieur de Fairhill. Il posa lentement la photo, le verre reflétant la lumière du feu. Ce n'était pas un fantôme qui était apparu sur cette route. C'était un chapitre qu'il n'avait jamais été autorisé à lire jusqu'à présent. La lumière du matin filtrait à travers les persiennes à lamelles étroites, dessinant des rayures dorées sur le mur de la chambre d'hôpital. Ivy était assise bien droite dans son lit réglable, soutenue par quelques oreillers rigides. Une fine couverture lui arrivait à la taille. Le gonflement de sa joue avait quelque peu diminué. Sa voix était revenue, calme mais assurée. Luke lui apporta un café du distributeur automatique. Elle le remercia d'un petit signe de tête. Ses doigts serraient fermement le gobelet en papier chaud. Il n'avait pas beaucoup parlé depuis son réveil. Juste quelques échanges pratiques, des questions superficielles avec des réponses superficielles. Mais maintenant, assis à côté d'elle dans la chambre exiguë, Luke ne pouvait plus se retenir. « Comment l'as-tu su, Clara ?» Ivy cligna des yeux, puis détourna le regard, les muscles de sa mâchoire se contractant. Son pouce caressa le couvercle du café, comme si elle avait besoin de s'occuper les mains. « C'était ma sœur, dit-elle doucement. Ma vraie sœur. Nous avions 2 ans d'écart. Même père, même mère, mais ils nous ont séparés. » Luke fronça les sourcils. « Vous séparez ? Notre mère n'était pas stable. Elle m'a abandonné quand j'avais 8 ans. » La voix d'Ivy ne tremblait pas, mais quelque chose derrière elle se brisa légèrement. Clara est restée. Pas moi. J'ai été ballottée de maison en maison, d'école en école, mais je n'ai jamais cessé de lui écrire. Je ne savais pas où elle était pendant un certain temps, mais une fois que je l'ai retrouvée, je lui ai envoyé des lettres, des cartes d'anniversaire, tout. Luke se pencha en avant, les sourcils froncés. Elle ne m'en a jamais parlé, pas une seule fois. Ivy poussa un soupir amer. C'est ça le problème. Je pensais qu'elle ne voulait plus de moi. Je pensais qu'elle recevait les lettres, mais qu'elle ne répondait pas. Au bout de quelques années, j'ai arrêté de lui en envoyer. Je me suis dit que je faisais partie de la vie qu'elle avait laissée derrière elle. « Elle a gardé une photo de toi », dit Luke doucement. Elle était toujours sur la cheminée. Ivy ouvrit la bouche, les yeux brillants, entre surprise et chagrin. Vraiment, elle ne l'a jamais jetée. Elle n'en a jamais parlé non plus. Ivy fixa son café, la gorge serrée par quelque chose qu'elle ne pouvait exprimer. « Je voulais la retrouver, dit-elle. Vraiment. » Luke la regarda attentivement. « Elle le voulait aussi, dit-il, même si elle ne l'avait jamais dit. » Luke n'avait pas l'intention de fouiller. Ivy dormait encore. Sa respiration était lente, même sous le doux bourdonnement des machines de l'hôpital. Il était passé tôt le matin avec des vêtements de rechange empruntés au service des objets trouvés du garage, juste pour s'assurer qu'elle ait autre chose qu'une blouse d'hôpital à se mettre. Mais lorsqu'il tendit la main vers son manteau soigneusement plié sur la chaise, quelque chose bougea dans le sac en toile usée posé à côté. Une petite boîte abîmée apparut. Elle n'était pas fermée à clé. Elle n'était même pas complètement fermée. Luke s'arrêta, la culpabilité lui serrant déjà la poitrine. Mais il aperçut alors le coin d'une enveloppe jaunie par le temps. Le nom de Clara était griffonné à l'encre sur le devant. Il s'assit lentement et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'enveloppes, certaines encore scellées, d'autres déchirées, à force d'avoir été manipulées trop souvent. Toutes étaient adressées de la même manière, Clara Bennett. Pas de timbre, pas de cachets postaux, aucun signe indiquant qu'elles avaient été envoyées. Luke les prit une par une. Le papier dégageait une légère odeur de vieux parfum et d'encre séchée. Certaines étaient datées de 2003, 2008, 2011. L'écriture avait changé au fil du temps.
passant d'une écriture tremblante et large à une écriture nette et précise. Certaines avaient un des cœurs dessinés dans les coins. D'autres semblaient avoir été écrites sous le coup de la colère, les mots soulignés 2 ou 3 fois au stylo bleu de manière désordonnée. Il en déplia une, au hasard. « Chère Clara, j'ai vu une fille qui te ressemblait aujourd'hui. Elle achetait une glace avec sa mère et je me suis demandé si tu te souvenais quand nous faisions cela. Je ne sais pas si cette lettre te parviendra, mais j'espère que tu vas bien. J'espère que quelqu'un est gentil avec toi. Je t'aime, Ivy. » Luc eut la gorge serrée. Une autre lettre ne comportait qu'une seule phrase. « Pourquoi ne m'as-tu pas répondu ?» Il referma doucement la boîte et la posa sur la table de chevet. Il y avait trop de lettres pour les lire toutes d'un coup, et franchement, il n'était pas sûr de pouvoir supporter ce qu'elles contenaient, mais il savait ce qu'elles signifiaient. Ivy n'avait jamais cessé de tendre la main, même quand personne ne lui répondait. Et Clara n'en avait jamais vu aucune. Le vent s'était calmé lorsque Luc quitta la route principale et emprunta le chemin de gravier qui menait au cottage. La neige recouvrait encore le sol, mais le soleil faisait une timide apparition, projetant de longues ombres à travers les arbres dénudés. Ivy était assise sur le siège passager, emmitouflée dans l'une des vieilles vestes de Clara au fond du placard, en denim délavé doublé de sherpa, qui portait encore le parfum léger du cèdre et d'une fleur. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis qu'elle avait quitté l'hôpital, se contentant d'observer le monde défiler sous ses yeux calmes, qui ne manquaient pas grand-chose. Luc lui avait proposé de la déposer à un motel. Elle n'avait rien dit. Puis, après un long silence, il avait ajouté « Il y a un endroit près de Mill Creek. Personne ne l'a utilisé depuis des années. » Elle n'avait toujours pas répondu, se contentant d'acquiescer. Le cottage se dressait comme un souvenir qui ne s'était pas tout à fait effacé, son toit incliné par le temps, les marches de l'entrée légèrement affaissées au coin. Ivy sortit lentement, ses bottes crissant dans la neige. Luc déverrouilla la porte et la poussa, les gonds grinçant en signe de protestation. À l'intérieur, ça sentait le vieux bois et la poussière, le genre d'odeur qui persiste même si on ouvre toutes les fenêtres. Un mince rayon de soleil traversait le parquet, illuminant les particules de poussière qui flottaient dans l'air, comme des flocons de neige suspendus. Les meubles étaient toujours là, des fauteuils usés, une couverture en patchwork sur le dossier du canapé, une étagère bancale sur laquelle Clara posait son thé plutôt que des livres. Ivy entra, le souffle légèrement coupé. Elle passa la main sur le manteau de la cheminée froide, ses doigts effleurant un bout de bougie et une fleur sauvage séchée dans un vase fissuré. « C'était à elle ?» demanda-t-elle. Luc acquiesça. C'était à leur famille. Clara venait ici lorsqu'elle avait besoin de calme. Elle disait que c'était le seul endroit où le bruit ne pouvait pas l'atteindre. Ivy ne sourit pas, mais quelque chose dans son attitude s'adoucit. « Je m'en occuperai, dit-elle, juste pour un petit moment. » Luc hésita, puis répondit « Prends tout le temps qu'il te faut. » Et pour la première fois depuis cette route enneigée, Ivy se laissa aller à expirer. Rosie était appuyée contre la table de la cuisine, la joue posée sur un bras, tandis qu'elle remuait ses céréales avec l'autre. La cuillère faisait un léger cliquetis contre le bol, mais elle ne mangeait pas vraiment. Luc se déplaçait silencieusement dans la cuisine, rinçant des tasses, faisant frire des œufs, faisant semblant de ne pas remarquer que son regard se posait sans cesse sur la fenêtre. Dehors, la neige fondait lentement par endroits. La route était suffisamment dégagée pour qu'Ivy puisse se rendre à pied au magasin ce matin-là, émitouflée dans la veste en jean trop grande que Clara adorait. Elle n'avait pas dit grand-chose en partant, juste un petit signe de la main à Rosie et une promesse murmurée de revenir pour le dîner. Mais cela avait suffi à remuer quelque chose dans le cœur de Rosie, quelque chose qu'elle ne savait pas encore vraiment nommer. Papa. Sa voix était faible. Luc s'essuya les mains sur un torchon. « Oui, ma puce. » Rosie se redressa, fronçant les sourcils d'un air pensif. « Pourquoi on ne connaissait pas tante Ivy avant ?» Il marqua une pause. « C'est compliqué. Mais c'est la sœur de maman, non ?» Rosie pencha la tête. « Elle était en colère contre nous ?»« Non, ma chérie, » dit-il doucement, en s'accroupissant à côté d'elle. Elle n'était pas en colère. Les adultes se perdent parfois de vue, et cela peut prendre beaucoup de temps pour se retrouver. « Ah, ça... Rosie resta silencieuse, se mordillant la lèvre comme elle le faisait quand quelque chose lui semblait injuste. « Elle va rester pour toujours ?» Luc expira lentement. « Je ne sais pas, ça dépend d'elle. » Rosie fronça davantage les sourcils, clairement insatisfaite. Puis, après une longue pause, elle baissa les yeux vers sa cuillère. « Tu crois qu'elle pourrait chanter la berceuse que maman chantait, celle avec les étoiles et le bateau ?» Luc sentit sa poitrine se serrer. Cette chanson n'avait pas été entendue dans cette maison depuis des années. Clara l'avait inventée.
Mi-mélodie, mi-magie murmurée, Rosie la réclamait tous les soirs. « Je ne sais pas si elle la connaît, dit-il doucement, mais on pourrait peut-être lui apprendre. » Les yeux de Rosie s'illuminèrent légèrement. « D'accord. » Luc lui caressa doucement les cheveux. « Elle ne remplace pas maman, tu sais, mais c'est peut-être quelqu'un de nouveau que nous pouvons aimer. » Rosie acquiesça, plus sérieuse qu'une enfant de 6 ans ne devrait jamais avoir à l'être. « Je pense que maman aimerait ça, » dit-elle. La nuit s'installa lentement et tranquillement, dans le genre de silence que seules les petites villes connaissent. Une seule lumière vacillait au-dessus de la porte du cottage, projetant des ombres douces sur les marches recouvertes de neige. Ivy était assise sur la balancelle, enveloppée dans une épaisse couverture, les genoux repliés contre sa poitrine, les vieilles chaînes grinçant doucement sous elle. Les étoiles brillaient dans le ciel, vives, éclatantes et trop honnêtes. Luc était resté tard au garage, fermant après une longue journée. Lorsqu'il arriva devant le cottage, il aperçut sa silhouette à travers le pare-brise, immobile dans l'obscurité, comme si elle essayait de ne pas exister. Il monta les marches sans un mot et s'assit à côté d'elle, laissant un petit espace entre eux. La balancelle bougea légèrement sous le poids supplémentaire, mais Ivy ne leva pas les yeux. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit-elle doucement. Luc acquiesça. « Je m'en doutais. » Ils restèrent assis en silence, un silence qui ne pesait pas trop. Le vent s'était calmé, ne faisant plus qu'un murmure dans les arbres, et la neige s'était transformée en croûte de glace, là où le soleil l'avait fait fondre plus tôt. Finalement, Ivy prit la parole, sa voix à peine plus forte que le grincement de la balancelle. « J'ai quitté la maison le jour de mes 17 ans. » Luc ne bougea pas. Il attendit. « J'avais un sac à dos, 40 $, et un cahier à spirale, avec l'adresse de Clara inscrite à l'intérieur de la couverture. Elle ne savait même pas que je venais. » Ivy poussa un soupir amer. « J'ai pris le bus jusqu'à Hollow Creek. Je voulais lui faire la surprise. Je pensais que si je me présentais à l'improviste, nous pourrions peut-être recommencer à zéro. » Luc se tourna vers elle, mais elle garda les yeux fixés devant elle, perdue dans la nuit. Mais elle n'était pas là. Elle avait déménagé quelques mois plus tôt, sans laisser d'adresse. Personne ne savait où elle était partie. J'avais l'impression que l'univers m'avait fermé la porte au nez juste au moment où j'avais enfin réussi à l'atteindre. Elle fit une pause, déglutissant péniblement. Je n'ai jamais réessayé. Je me suis dit que c'était ma faute, que j'avais attendu trop longtemps. La voix de Luc était basse. Ce n'est pas vrai. Ivy se tourna enfin vers lui, les larmes collées à ses cils. « Je voulais revenir, dit-elle, mais je ne savais pas si quelqu'un voudrait encore de moi. » À la fin de la semaine, Ferril bourdonnait, non pas du bruit des souffleuses à neige ou des moteurs, mais de chuchotements. Au restaurant, les fourchettes s'arrêtaient en plein mouvement. À l'épicerie, les regards s'attardaient trop longtemps dans le rayon des soupes en conserve. Et à la sortie de l'école, personne ne le disait à voix haute. Mais tout le monde remarquait la femme aux yeux de Clara qui attachait Rosie dans le camion avec des mains prudentes. « C'est la sœur de Clara ?» demanda quelqu'un dans la file d'attente chez Henson's Hardware, d'une voix juste assez basse pour se sentir en sécurité. « Je croyais qu'elle n'en avait pas, » répondit-on. « Elle habite dans le vieux cottage Bennett avec Luc ? Enfin, pas avec lui. La ville n'avait pas l'intention de colporter des ragots. Pas exactement, mais Ferril était petite, et les petites villes conservaient les souvenirs comme des objets de famille. Les traitaient avec délicatesse, mais ne les jetaient jamais. Clara Carter avait été l'une des leurs. Tout le monde se souvenait de son sourire, de la façon dont elle organisait la foire d'automne comme s'il s'agissait d'un défilé royal, de la façon dont elle portait Rosie sur sa hanche comme si elle était faite de soleil. Sa mort avait profondément bouleversé les habitants. Et maintenant, des années plus tard, une femme surgissait de nulle part. Les mêmes yeux, les mêmes pommettes, le même accent dans la voix, et elle se promenait comme si elle était chez elle. Le fantôme de Clara, murmurait-il, à la cabane à haricots où Ivy avait pris un café 2 fois en une semaine. C'est étrange. Luc a un type, murmura quelqu'un chez le coiffeur, plus amer qu'amusé. Il est en deuil. Il l'est toujours, défendait les plus âgés. On ne dit pas à un homme comment porter ce genre de perte, mais la curiosité marche toujours plus vite que la compassion. Les gens ont commencé à observer Luc de plus près. Quand il faisait le plein à la station-service, quand il riait avec Rosie sur le trottoir, quand il faisait la queue derrière Ivy à la boulangerie sans dire un mot, personne ne lui en parlait. Pas encore. Mais les questions flottaient dans l'air comme de lourds nuages de neige. À quoi pense-t-il? Qui est-elle vraiment? Et si elle reste? Luc le sentait aussi, le poids des regards. Mais il vivait à Ferril depuis assez longtemps pour savoir autre chose. Finalement, il cesserait de chuchoter ou il chuchoterait plus fort. Les coups frappés sur la porte du garage étaient si forts
qu'il faisait vibrer la vitre de la fenêtre avant. Luc leva les yeux dessous le capot d'une Dodge rouillée, s'essuya les mains sur un chiffon et se dirigea vers l'entrée. Il connaissait ses coups, il ne les avait pas entendus depuis des années, mais il ne les avait pas oubliés. Debout devant lui, vêtu d'un long manteau noir, le col relevé contre le vent, se tenait Grant Bennett, le frère aîné de Clara. Il avait toujours la même mâchoire carrée et le même regard perçant qui incitait les gens à se tenir un peu plus droit. À première vue, il venait directement de la ville. Ses chaussures brillantes étaient couvertes de neige fondue. Ses gants étaient soigneusement rangés sous son bras et son visage arborait un air renfrogné qu'il n'avait pas encore mérité. « Grant », dit Luc d'une voix calme, « je ne m'attendais pas à te voir. » Grant ne perdit pas de temps. « Où est-elle » Luc cligna des yeux. « Qui ? Tu sais qui ?» La femme qui se fait passer pour Ivy. Il fit un pas à l'intérieur, les yeux balayant les murs maculés de graisse comme s'il l'offensait. « J'ai vu la photo que tu as postée, » Rosie lui tenant la main comme si elle faisait partie de la famille. « Elle fait partie de la famille, » dit Luc en serrant les mâchoires. Grant eut un rire sec. Clara n'a jamais mentionné de jumelles. Pas une seule fois depuis que je la connais. Elle n'était pas jumelle, corrigea Luc. Elle était plus jeune, placée. Il y a une différence. Grant croisa les bras. Et tu crois ça, tout simplement ? Sans poser de questions. Luc ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Les lettres, les résultats des tests ADN, la photo sur la cheminée. Il en avait vu assez pour dissiper tous ses doutes. Mais Grant n'en avait pas fini. Tu penses que cette femme est apparue de nulle part, qu'elle est tombée par hasard dans ta vie en ressemblant à Clara, et que tout cela n'est qu'une coïncidence. Tu as une fille à qui penser, Luc, une ville entière qui observe. Tu veux vraiment laisser une inconnue réécrire l'histoire que Clara a laissée derrière elle ? Luc s'avança, le regard droit. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là quand Clara est morte. Tu n'étais pas là pour les cauchemars de Rose ou ses fêtes d'anniversaire. Ne viens pas maintenant me dire qui a le droit d'avoir de l'importance. Grant serra les mâchoires, mais aucun mot ne sortit. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Fais attention, dit-il doucement. Les gens mentent, même ceux qui ressemblent à des fantômes. » Puis, il disparut, ne laissant derrière lui que de l'air froid et des questions auxquelles Luc pensait avoir déjà répondu. Le kit de test était posé, non ouvert, sur la table de la cuisine, son emballage stérile semblant étrangement déplacé parmi les tasses ébréchées et les toasts à moitié mangés. Luc le fixait comme s'il allait exploser. Ivy se tenait à quelques mètres de là, les bras croisés, le regard indéchiffrable. Dehors, le vent transportait le bruit de la neige fondante qui coulait du toit. Chaque goutte tombait avec un rythme qui ne faisait que rendre le silence entre eux plus assourdissant. « Je ne fais pas ça pour te prouver quoi que ce soit, » dit finalement Ivy, d'une voix basse mais ferme. « Je le fais parce que j'ai besoin de savoir. » Luc ne répondit pas tout de suite. Il se déplaça sur sa chaise, les coudes sur les genoux, les doigts entrelacés comme s'il essayait de se retenir de l'intérieur. « Je te crois, » dit-il. « Je sais, » répondit-elle. « Mais tu hésites encore. » Il leva les yeux vers elle. « Et si ça disait autre chose ? Et si ça me disait que je me suis trompé tout ce temps ?» L'expression d'Ivy s'adoucit. Ce n'était ni de la pitié, ni de la colère, juste une sorte de tristesse tranquille. Au moins, nous saurons. Nous pourrons arrêter de deviner, arrêter de tourner autour du pot. Luc prit la boîte et la retourna entre ses mains. Il ne s'était jamais intéressé à ce genre de choses. La science emballée dans du plastique, des réponses fournies par un code-barre. Mais Ivy avait raison. La ville murmurait. Grant tournait en rond. Et au fond de lui, même Luc avait des questions qu'il ne voulait pas poser à voix haute. Il hocha la tête une fois et se leva, les pieds de sa chaise raclant doucement le sol. D'accord, le test était simple. Un frottis de la joue, 2 échantillons, un provenant d'Ivy, l'autre de l'ancienne brosse à cheveux de Clara, toujours dans le tiroir après toutes ces années, retenant encore quelques longs cheveux, comme si le temps les y avait laissés exprès. Lorsqu'il déposa l'enveloppe dans la boîte aux lettres cet après-midi-là, Luc ne ressentit aucun soulagement. Il avait l'impression d'avoir abandonné quelque chose de sacré, de fragile et d'incroyablement lourd. De retour au cottage, Ivy l'attendait sous le porche. Quand elle le vit, elle ne lui demanda pas si c'était fait. Elle murmura simplement « merci » et se retourna vers le soleil couchant. Les résultats arrivèrent dans une simple enveloppe blanche, pas plus grande qu'une carte d'anniversaire. Luc la tenait d'une main, le pouce appuyé contre le rabat, l'autre agrippant la balustrade du porche du cottage comme si cela pouvait le stabiliser. Ivy se tenait juste à l'intérieur de la porte, son souffle embuant la vitre,
les yeux rivés sur l'enveloppe comme si elle pouvait cracher du feu ou disparaître en fumée. Il ne l'ouvrit pas tout de suite. Depuis plusieurs jours, la ville bourdonnait de plus en plus fort. La visite de Grant avait alimenté les ragots, et soudain, tout Ferril semblait croire qu'il avait le droit de savoir qui était vraiment Ivy. Certaines personnes avaient été gentilles, prudemment amicales. D'autres avaient gardé leur distance, trop polies pour l'accuser ouvertement, mais assez incisives dans leur silence. À présent, la réponse se trouvait dans une simple feuille de papier. Luc finit par l'ouvrir et déplia le document. Ses yeux parcoururent les lignes, le cœur battant comme s'il essayait de fuir la vérité. Et elle était là, simple, clinique, absolue, relation biologique, compatibilité totale entre frères et sœurs. Il expira, un souffle qui semblait avoir attendu des années pour être libéré. Ivy entra dans le porche, l'observant attentivement. « Tu es sa sœur », dit-il doucement en lui tendant la page. Ivy la prit, les mains légèrement tremblantes. Elle lut les mots 3 fois avant de parler. « Alors, je ne suis pas folle. »« Non, » dit Luc, « tu es chez toi. » Le lendemain, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Comme toujours, Ferril n'avait pas beaucoup de secrets, et quelqu'un à la poste connaissait quelqu'un à la clinique qui avait un cousin qui avait entendu Luc dire « confirmé ». C'était tout ce qu'il fallait. Soudain, les gens qui évitèrent le contact visuel lui offraient des sourires hésitants. Quelques-uns arrêtaient Ivy sur le trottoir, les mains dans les poches, les excuses coincées dans la gorge. « Je suis désolé, disait-il. Nous ne savions tout simplement pas. » Ivy ne s'est jamais mise en colère. Elle se contentait d'acquiescer, acceptant le poids de chaque regret avec la même grâce dont elle faisait preuve depuis le premier jour. Et pour la première fois depuis les funérailles de Clara, Ferril a commencé à se rappeler comment ouvrir à nouveau ses bras. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, projetant des ombres ambrées sur les murs du cottage. Ivy était assise, recroquevillée dans le vieux fauteuil près de la fenêtre, une couverture défraîchie drapée sur ses genoux. Sur ses genoux reposait une boîte à chaussures usée qu'elle n'avait pas touchée depuis son arrivée jusqu'à présent. Luc était dans la cuisine en train de faire la vaisselle, Rosie dormait déjà à l'étage. La maison était calme. Pas le genre de calme qui accompagne la solitude, mais celui qui attend que quelque chose soit dit. « J'ai trouvé quelque chose », dit Ivy doucement, sans lever les yeux. Luc s'essuya les mains et s'approcha, s'asseyant sur le bord du canapé. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle ouvrit lentement la boîte et en sortit une pile d'enveloppes fragiles attachées par un ruban bleu effiloché. Le papier était fin, certains coins jaunis et gondolés. Elle lui en tendit une. L'adresse de l'expéditeur était griffonnée d'une écriture cursive. Un foyer pour femmes, un établissement situé à des kilomètres de l'endroit où elle et Clara avaient grandi. La lettre à l'intérieur était datée de plusieurs mois avant la naissance d'Ivy. « Elle m'a abandonné avant même que quiconque sache que j'existais », dit Ivy d'une voix faible. « Elle ne m'a pas seulement abandonné, elle m'a caché. Clara ne le savait pas. Mon père ne le savait pas. Je n'étais pas censé faire partie de l'histoire. » Luc lut les premières lignes, puis plia soigneusement le papier. « Pourquoi ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà en partie la réponse. Le regard d'Ivy ne quittait pas le feu. La honte. Notre mère avait 17 ans quand elle a eu Clara. Pas de mari, pas d'argent. Quand elle est tombée enceinte à nouveau, c'était trop. Un autre enfant hors mariage l'aurait complètement ruinée aux yeux de sa famille. Alors, elle m'a donné à une agence privée et a dit à tout le monde qu'elle avait perdu le bébé. Et voilà. Luc se pencha en arrière, stupéfait par le poids de cette révélation. Clara n'en a jamais parlé. Elle ne pouvait pas. Elle ne savait pas. La voix d'Ivy se brisa. Et je ne lui ai jamais dit. Je voulais le faire, mais comment dire ? Eh bien, je suis le morceau de ton enfance que quelqu'un a effacé. Luc ne répondit pas. Il tendit la main et prit l'une des lettres, la tenant comme quelque chose de sacré. « Elle aurait dû savoir », dit-il. Ivy acquiesça, les yeux brillants. « Oui, mais maintenant, quelqu'un le sait enfin. » Et pour la première fois, son histoire n'était plus cachée. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta lorsque Ivy entra, ses bottes laissant de légères traces sur le béton poussiéreux. L'odeur la frappa immédiatement. Huile de moteur, acier et cette légère odeur de brûlé provenant de quelque chose qui venait d'être soudé. Ce n'était pas désagréable, juste inhabituel. Luc leva les yeux dessous le capot d'une vieille Ford, le front couvert de sueur malgré le froid extérieur. « Tu es en avance », dit-il en haussant les sourcils. « J'ai apporté des beignets », répondit-elle en brandissant la boîte comme une offrande de paix. « Je me suis dit que c'était le pot de vin traditionnel pour convaincre un mécanicien de t'apprendre à utiliser une clé. » Et qui Luc gloussa.
Un café aurait aussi fait l'affaire. La prochaine fois, dit-elle en souriant, déjà en train de retrousser ses manches. Je veux aider. Il hésita. Tu es sûr? Nettoyer des carburateurs et trier des bougies d'allumage, ce n'est pas vraiment glamour. Ivy regarda autour d'elle dans le garage. Des murs maculés de graisse, des outils éparpillés, un bloc moteur à moitié construit sur un support dans un coin. Et tout cela lui semblait honnête, à l'état brut. Pas de masque, pas de perfection artificielle. Je n'ai pas besoin de glamour, dit-elle. J'ai besoin d'être utile. Luc acquiesça d'un signe de tête, puis fit un geste vers l'étagère du fond. Très bien, les bacs à chiffon sont là-bas. Commence par les plateaux à outils. Ils sont en désordre. Et sur ce, elle se mit au travail. Au début, c'était maladroit. Ivy bougeait prudemment, comme si elle avait peur de toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas ou d'enfreindre une règle tacite. Mais Luc l'observait avec une patience tranquille, la corrigeant doucement lorsqu'elle prenait la mauvaise douille ou confondait une clé à molette avec un cliquet. À midi, ses mains étaient couvertes de graisse et sa queue de cheval s'était défaite. Mais il y avait dans ses yeux une légèreté que Luc n'avait jamais vue auparavant. Elle s'essuya les mains sur son jean et rit lorsqu'un boulon roula du comptoir et disparut sous un meuble. « Cet endroit est un vrai chaos, dit-elle, essoufflée. « C'est un chaos organisé, corrigea Luc. Elle sourit. « Tu en es sûr ?»« Non, admit-il en lui tendant un cliquet. « Mais c'est le mien, et maintenant je suppose que c'est un peu le tien aussi. » Et dans ce coin taché d'huile de féril, Ivy commença à sentir qu'elle ne faisait pas que nettoyer un garage. Elle reconstruisait quelque chose qui était brisé depuis bien trop longtemps. Le jour les surprit, silencieux et sans prévenir. Le 17 février, l'anniversaire de Clara, personne n'en parla au petit déjeuner. Luc accomplit sa routine matinale avec une lourdeur dans la poitrine, la date tournoyant dans ses pensées comme un écho silencieux. Rosie demanda du sirop sur son toast, mais ne sourit pas. Et Ivy, elle les observait tous les deux avec des yeux qui savaient déjà. En début d'après-midi, la boutique ferma plus tôt. Luc n'expliqua pas pourquoi. Il retourna simplement l'enseigne et rentra chez lui en silence. La petite main de Rose était enroulée dans la sienne. Quand ils arrivèrent à la maison, quelque chose avait changé. La table de la salle à manger avait été débarrassée. Pas seulement nettoyée, vidée. Pas de reçu, pas d'outils, pas de crayons de couleurs éparpillés, juste une nappe en lin blanc, un petit vase de lavande séché au centre et 3 assiettes disposées en triangle. Ivy était dans la cuisine, en train de sortir quelque chose du four, les manches retroussées et les cheveux attachés. Elle ne leva pas les yeux lorsque Luc entra, se contentant de dire doucement « Tu aimes la tarte aux pommes, n'est-ce pas? Avec de la cannelle et un peu de citron. » Luc s'arrêta sur le seuil. Oui, c'était exactement comme ça qu'elle la faisait. Rosie jeta un coup d'œil. « Que se passe-t-il » Ivy se retourna et sourit gentiment. « Aujourd'hui, nous nous souvenons d'elle, non pas avec des larmes, mais simplement avec un dîner et une tarte. Et Guieti, ici ta. Ce soir-là, ils ne se sont pas mis sur leur 31. Ils n'ont pas allumé de cierge magique ni chanté de chansons. Mais les bougies scintillaient tandis que la neige tombait doucement dehors. Et une chaleur qui n'avait pas été là depuis des années s'installa dans la pièce. Ils ont partagé des anecdotes sur Clara. Luc a raconté comment elle chantait faux en écoutant la radio pendant les longs trajets en voiture. Rosie s'est souvenue de la fois où elle l'avait laissé porter son voile de mariée pendant qu'elle passait l'aspirateur. Ivy écoutait plus qu'elle ne parlait. Lorsque la tarte a été servie, personne n'a dit un mot. Ils ont simplement mangé lentement et avec attention, comme si chaque bouchée était chargée d'un souvenir. Plus tard, Luc est sorti seul sur le porche pendant un moment, les yeux fixés sur les étoiles. « Je ne savais pas que j'avais besoin de ça », murmura-t-il. Derrière lui, Ivy se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés pour se réchauffer. Moi non plus. Ce n'était pas une fête d'anniversaire, c'était une promesse silencieuse. Elle ne serait jamais oubliée. La nuit était douce et calme, du genre à envelopper la maison comme une épaisse couette. À l'étage, Rosie était blottie sous sa couverture préférée, celle avec les étoiles décolorées et les coutures lâches au coin. La lumière du plafond était éteinte, mais sa petite lampe de chevet projetait une lumière chaude dans la pièce, transformant ses murs en un éclat de livre d'histoire. Ivy était assise à côté d'elle sur le bord du lit, feuilletant les dernières pages du Jardin secret, sa voix calme et régulière, comme Clara avait l'habitude de lire, sans jamais se précipiter, sans jamais sauter de passage. Rosie écoutait, les yeux à demi, les doigts se repliés sous sa joue, s'imprégnant de chaque mot, comme si cela comptait plus que tout au monde. Luc se tenait dans le couloir, juste devant la porte,
les bras croisés, appuyé contre le cadre, écoutant. Il ne faisait pas de bruit. Il ne voulait pas briser ce moment. Alors qu'Ivy fermait le livre et le posait doucement sur la table de chevet, Rosie cligna lentement des yeux et murmura « On peut lire la suite demain ?» Ivy sourit. « Bien sûr. » Il y eut un long silence. Rosie tendit la main et tira doucement sur la manche du pull d'Ivy. « Merci, tante Ivy. » Les mots sortirent si doucement qu'Ivy faillit ne pas les entendre. Mais Luke, lui, les entendit. Il sentit sa poitrine se serrer, tandis qu'il observait la scène depuis le seuil de la porte, attendant une correction qui ne vint jamais. Ivy se figea pendant un instant, ses yeux brillants d'une lueur indéchiffrable, de surprise, de chaleur, peut-être même d'une pointe de chagrin. Mais elle se pencha ensuite, écarta une mèche de cheveux du front de Rosie et murmura « De rien, ma chérie ». Rosie se retourna, emportée par le sommeil. Ivy se leva lentement, croisant le regard de Luke alors qu'elle s'avançait dans le couloir. Il ne dit pas un mot, se contentant d'acquiescer d'un signe de tête. « Clara, a-t-elle jamais parlé de moi quand Rosie est née ?» demanda-t-elle doucement. Luke regarda au bout du couloir, vers la chambre encore éclairée par la lumière dorée de la lampe. Elle disait toujours que Rosie aurait de la chance si elle avait quelqu'un qui lui rappelait à quel point c'était en fin d'après-midi lorsque Luke ouvrit enfin le coffre au pied de son lit. Il ne l'avait pas touché depuis des années, pas depuis la mort de Clara. Le bois craqua lorsqu'il souleva le couvercle, libérant l'odeur du vieux papier et des sachets de lavande depuis longtemps fanés. À l'intérieur se trouvaient les vestiges d'une vie à moitié vécue. Les écharpes de Clara, son sweat à capuche préféré, des albums photos remplis de polaroïdes et tout au fond, ses journaux intimes. Il n'avait pas l'intention de fouiller, mais la présence d'Ivy avait remué les choses à plus d'un titre. Une partie de lui avait besoin de savoir ce que Clara avait laissé derrière elle, non seulement pour lui, mais aussi pour sa sœur. Il emporta les journaux intimes sur la table de la cuisine et les feuilleta un par un. La plupart lui étaient familiers. Des listes de courses dans les marges, des nouvelles du bébé après la naissance de Rosie, des réflexions sur des projets de jardinage, des craintes pour l'avenir. Mais dans le troisième cahier, niché entre une recette de tarte aux pêches et un croquis de la disposition du porche qu'elle n'avait jamais fini, se trouvait une page pliée, déchirée sur un bord, avec une écriture plus nette que d'habitude. Il la déplia avec précaution. « Chère Ivy, je ne sais pas si cette lettre te parviendra un jour. Je ne sais même pas où tu es, mais j'ai beaucoup pensé à toi. Je ne sais pas pourquoi maman a fait ce qu'elle a fait. Je ne comprends pas comment on a pu grandir comme des étrangers. Mais j'ai commencé à poser des questions. J'ai commencé à creuser. Luc ne sait pas. Pas encore. Je ne lui ai pas dit à quel point quelqu'un me manque. Je n'ai jamais vraiment su. Je me demande si tu vas bien, si tu es aimé, si tu penses parfois à moi aussi. Je ne sais pas comment commencer une lettre comme celle-ci. Peut-être que je viens de le faire. Clara. » Luc resta assis là pendant un long moment, fixant son écriture, laissant sa voix remplir la pièce silencieuse. La lettre n'était pas terminée. Pas d'enveloppe, pas de date, juste un début qu'elle n'avait jamais pu terminer. Il aplatit la page, les larmes lui piquant les yeux. Plus tard dans la nuit, il tendit la lettre à Ivy sans un mot. Elle la lut une fois, puis une deuxième fois, puis la plia lentement comme s'il s'agissait d'un objet sacré. « Elle me cherchait », murmura-t-elle. Luc acquiesça. Elle n'a jamais cessé. L'appel arriva un jeudi, juste après le déjeuner. Ivy s'essuyait les mains avec une serviette dans le garage, après avoir réussi sa première vidange d'huile sans l'aide de Luc. Son téléphone vibra dans sa poche arrière et elle faillit ne pas répondre jusqu'à ce qu'elle voie le nom. Mara Redford. Un nom issu d'une vie passée, d'un monde fait de costumes élégants, de réunions raffinées et de délais interminables. Elle sortit, l'air froid lui mordant les joues, et porta le téléphone à son oreille. « Toujours en vie ?»« Ah ah, Iyama » la taquina Mara d'une voix riche et assurée. « À peine » répondit Ivy en riant, essayant de garder un ton léger. « Et que se passe-t-il ? J'ai entendu des rumeurs. Tu as refait surface. Petite ville, grande rumeur. Je devais t'appeler. » Une pause, puis j'ai aussi une offre. Ivy s'appuya contre le poteau du porche, son souffle visible dans le froid. « Quel genre d'offre ? » « Une vraie. Responsable de la communication pour une nouvelle agence. Bon salaire, avantages sociaux. Ton nom sur la porte. À terme, tu devras bien sûr revenir en ville, mais tu ne repartiras pas de zéro. Tu arriveras avec le respect déjà acquis. » Les doigts d'Ivy se crispèrent autour du téléphone. Mara continua d'une voix plus douce. « Écoute, je sais pourquoi tu es partie, et je ne prétends pas que cela change quoi que ce soit. Mais tu étais douée, Ivy. Et tu mérites mieux qu'une boutique poussiéreuse dans une ville où tout le monde te demande qui tu es. » Ivy ne répondit pas.
Son regard se posa sur la cour enneigée, puis sur la fenêtre où Rosie était assise, dessinant avec des feutres le front plissé par la concentration. À l'intérieur, Luc riait de quelque chose. Le son était faible à travers la vitre, mais indéniablement chaleureux. « Je t'enverrai les détails », ajouta Mara. « Réfléchis-y. » Elles raccrochèrent. Ce soir-là, Ivy ne mentionna pas l'appel. Elle sourit pendant le dîner, aida Rosie à faire la vaisselle, rit même lorsque Luc la taquina parce qu'elle confondait encore une clé dynamométrique avec un démonte-pneus. Mais lorsque la maison fut silencieuse, elle se tenait dans le couloir, l'offre affichée sur son téléphone, brillant comme une porte qu'elle n'était pas sûre de vouloir ouvrir à nouveau. Elle pouvait disparaître, cette fois-ci volontairement. Le garage était calme, le genre de silence nocturne qui rendait chaque bruit plus net. Ivy se tenait près de l'établi, s'essuyant les mains avec un chiffon plus par habitude que par nécessité. Luc était de l'autre côté de la pièce, occupé à trier des boulons dans une vieille boîte à café, mais ses mouvements étaient raides, tendus. « J'ai reçu l'offre », dit finalement Ivy, sa voix rompant le silence. Luc ne leva pas les yeux. « Je m'en doutais. » Elle attendit, mais rien d'autre ne vint. « Tu ne vas pas me demander ce que je vais faire ?» Il laissa tomber un boulon dans un bruit métallique sec. « J'ai mon mot à dire ?» Cela la surprit. Elle se tourna vers lui, les yeux plissés. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire, dit-il en croisant enfin son regard, que tu as un pied dehors et un pied dans cette maison. Tu aides Rosie à faire ses devoirs. Tu nettoies le garage. Tu organises des dîners d'anniversaire comme si tu avais toujours fait partie de cette famille. Mais maintenant, tu reçois un coup de fil et tu es déjà parti. »« Je ne suis parti nulle part, » rétorqua Ivy. « Je suis resté ici. J'ai essayé d'aider. J'ai essayé d'être tout ce que cette ville me permettait d'être, tout ce que tu me permettais d'être. » Luc s'approcha, la voix basse. « Et qu'est-ce que c'est, Ivy ?» La sœur de Clara, son ombre, la femme qui essaie de réécrire un passé qui ne lui appartient pas. Les mots frappèrent plus fort que ceux à quoi ils s'attendaient tous les deux. Ivy serra les mâchoires. « Tu penses que je la remplace ?»« Je ne sais pas quoi penser !» cria-t-il plus fort qu'il ne l'aurait voulu. « Je te regarde et je la vois. J'entends Rosie rire et je vois ton sourire. Et ça me fait peur parce que je ne sais pas si je suis en deuil ou si je passe à autre chose. Et je ne sais pas ce que cela dit de moi. » Un silence lourd et pesant s'ensuivit. Puis Ivy, plus douce maintenant. « Peut-être que ça veut dire que tu es humain, et peut-être que ça veut dire que nous sommes tous les deux encore en train de chercher comment nous souvenir de la même personne sans nous perdre nous-mêmes. » Luc se détourna et se frotta le visage avec les mains. « Je ne veux pas perdre son souvenir, » murmura-t-il. Ivy acquiesça. « Moi non plus. Mais entre le souvenir et la guérison, il fallait faire un choix. » La fièvre monta rapidement. 1 minute auparavant, Rosie était en train de colorier sur le sol du salon. Rien aux mauvaises blagues de Ivy. La minute d'après, elle était recroquevillée sur le canapé, rouge et frissonnante, le front brûlant sous la main de Ivy. Luc se précipita depuis le garage dès qu'il entendit Ivy l'appeler. Elle ne cria pas. Elle prononça simplement son nom une fois, d'une voix qui traversa les murs. Il fut aux côtés de Rosie en quelques secondes, lui pressant un linge frais sur la tête, le pouls battant dans ses oreilles. Elle disait qu'elle avait mal au ventre. Ivy murmura, agenouillée à côté d'eux. Puis elle se tut. Luc la regarda et vit la peur derrière son calme. Elle correspondait à la sienne. Ils agirent ensemble sans un mot. Luc rassembla les médicaments. Ivy prépara un bain tiède pour rafraîchir Rosie. Elle tenait la main de l'enfant pendant que Luc lisait le thermomètre. Lorsque Rosie se mit à pleurer, c'est Ivy qui la berça doucement, lui murmurant des berceuses dont elle se souvenait à moitié depuis son enfance. Minuit arriva, puis 2 heures du matin. Luc somnolait sur le canapé, ses bottes encore aux pieds, sa veste sur la poitrine. Mais Ivy ne quitta jamais la chambre de Rosie. Elle s'assit près du lit, essuyant son front, lisant doucement à voix basse un vieux livre de contes de fées de Clara. Lorsque Rosie finit par s'endormir, les joues moins rouges, la respiration plus profonde, Ivy resta où elle était, la regardant simplement, la protégeant. Luc se tenait dans l'embrasure de la porte et la regardait aussi. Pas seulement comme la sœur de Clara, pas seulement comme la femme qui avait fait irruption dans leur vie et remué toutes les choses enfouies, mais comme quelqu'un qui avait sa place ici. Il vit la façon dont Ivy repoussait les cheveux de Rosie de son visage, la façon dont ses yeux se tournaient vers la fenêtre à chaque rafale de vent, la façon dont sa propre peur ne l'empêchait pas de rester calme. Quelque chose changea alors en Luc, silencieusement et puissamment. Car pour la première fois depuis la mort de Clara, il le vit. Quelqu'un assis sur cette chaise à côté de Rosie. Non par obligation ou par accident, mais par amour.
Et ce n'était pas un remplacement, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de complet. La neige tapait doucement contre les fenêtres, tombant dans un silence paresseux qui adoucissait le monde extérieur. Le garage avait fermé tôt, les routes étant trop glissantes pour circuler. À l'intérieur du cottage, un petit feu crépitait dans la cheminée et l'air sentait légèrement la cannelle, provenant du thé qu'Ivy avait préparé lorsque Luke était arrivé, trempé et transi de froid, affirmant que son camion ne démarrait pas. Ils étaient assis à la table de la cuisine, face à face, une tasse à la main, le silence entre eux désormais confortable, mérité. Rosie s'était endormie tôt après une journée passée à construire des forts avec des oreillers et à siroter du ginger ale. Ivy l'avait bordé avec une aisance acquise, comme si c'était une seconde nature. Luke lui jeta un coup d'œil par-dessus le bord de sa tasse. « Merci d'être resté hier soir. Je ne pense pas qu'elle m'aurait laissé quitter la pièce si tu n'avais pas été là. » Ivy lui adressa un sourire discret. Elle avait besoin de quelqu'un qui n'avait pas peur, et j'avais besoin de sentir que je pouvais être cette personne. « Tu l'étais, » dit-il doucement. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds mais bienveillants. Ivy baissa les yeux vers son café, la lumière du feu illuminant la courbe de sa joue. « Je ne voulais pas rester aussi longtemps, » admit-elle. « Je n'avais pas prévu de m'impliquer autant. » Luke se cala dans sa chaise, les yeux fixés sur elle. « Ça aurait été plus facile si tu ne l'avais pas fait ?»« Peut-être, » répondit-elle. « Mais plus facile ne signifie pas toujours mieux. » Quelque chose passa alors entre eux, tacite mais indéniable. Ce n'était pas une solution, ni un moyen de combler un vide, juste deux personnes réalisant tranquillement que le sol sous leurs pieds avait changé. Luke se leva lentement et traversa la table pour rejoindre Ivy, hésitant seulement une seconde. Ivy leva les yeux, le souffle légèrement coupé, puis il se pencha prudemment et l'embrassa. Ce n'était ni urgent, ni désespéré. C'était doux, réel, une pause dans le temps où le chagrin, le souvenir et l'espoir se heurtaient et s'adoucissaient en quelque chose qui n'avait pas besoin de mots. Quand ils se séparèrent, Ivy ne s'éloigna pas. Elle murmura simplement « Cela n'aurait pas dû arriver ». La main de Luke resta sur sa joue. « Non », dit-il, « mais je suis content que cela soit arrivé. » Le lendemain matin fut calme, mais pas du genre de calme réconfortant qu'ils avaient construit. Celui-ci avait des contours nets, comme si l'on traversait une pièce qui ressemblait autrefois à un foyer, mais où l'on ne savait soudain plus où placer les meubles. Luke s'était levé tôt et était déjà parti à l'atelier avant qu'Ivy ne descende. Pas de mots, juste une cafetière vide et un silence plus assourdissant que n'importe quelle porte claquée. Elle se tenait dans la cuisine, les doigts posés sur le bord de l'évier, regardant par la fenêtre la cour recouverte de neige. Les bottes de Rosie étaient toujours près de la porte. Le souvenir de la nuit dernière, la chaleur du feu, les rires partagés, le baiser, tournaient dans sa tête comme une boucle qu'elle ne pouvait arrêter. C'était réel, elle le savait. Mais maintenant, elle avait l'impression que quelque chose s'était brisé en dessous. Au garage, Luke s'était plongé dans son travail. Il ne prit pas de pause déjeuner. Il ne répondit pas lorsque Jack, du magasin d'alimentation animale, lui fit remarquer en plaisantant qu'il rayonnait comme un adolescent. Il se contenta de serrer des boulons et d'éviter les miroirs, car en vérité, il ne savait pas ce qu'il avait fait. Il avait embrassé la sœur de Clara et cela ne lui avait pas semblé mal. C'était là le problème. Plus tard dans l'après-midi, Ivy se présenta au garage, son manteau fermé jusqu'au menton, les mains enfoncées dans ses poches. Elle n'est pas entrée, elle a simplement attendu près de la porte jusqu'à ce que Luke la remarque. Il s'est essuyé les mains et est sorti lentement, les yeux fatigués. « Nous devrions parler », a-t-elle dit. Il a acquiescé. Oui, ils se sont tenus à côté du bâtiment, le froid les transperçant à travers leurs vêtements, mais aucun d'eux ne s'en rendait compte. « Je n'avais pas prévu ça », a dit Ivy d'une voix basse, « et je ne le regrette pas, mais j'ai l'impression que c'est une trahison », finit Luke. Elle acquiesça, en souvenir d'elle. Luke baissa les yeux vers la neige entre leurs bottes. « Je n'arrête pas de me demander ce qu'elle penserait, ce qu'elle dirait. Moi aussi. Ils n'en diront pas plus, ce n'était pas nécessaire. La douleur était réciproque. » Et quand Ivy se retourna pour partir, Luke ne l'arrêta pas, car aucun d'eux ne savait si ce qu'il ressentait était de l'amour ou simplement un moyen désespéré de s'accrocher. Le cimetière était encore recouvert d'une fine couche de neige, celle qui étouffait les bruits de pas et donnait l'impression que tout l'endroit était suspendu dans un souffle. Luke se gara au bord de l'allée de gravier et sortit lentement, ses bottes craquant doucement, tandis qu'il se dirigeait vers le coin le plus éloigné, sous le grand orme où Clara disait toujours que le vent soufflait plus doucement. Ivy se tenait à quelques pas derrière lui, observant à une distance respectueuse.
Elle ne l'avait pas suivi par obligation. Elle l'avait suivi parce qu'elle savait qu'aujourd'hui, c'était quelque chose qu'il devait faire seul, même s'il ne voulait pas être seul pour le faire. Luc s'arrêta devant la tombe. La pierre tombale était simple. Clara McCarter, épouse bien-aimée, mère féroce, 1984-2020. Quelqu'un, peut-être Ivy, avait placé des fleurs sauvages fraîches dans un bocal en verre à la base. Le givre avait commencé à se former sur les pétales. Il resta là longtemps, les mains dans les poches, son souffle formant des nuages dans l'air. Puis, finalement, sa voix rompit le silence. « Je ne pensais pas que cela deviendrait plus facile, dit-il doucement. Et peut-être que ça ne l'est pas devenu. Je suis juste devenu meilleur pour faire semblant que tout va bien. » Il expira, les épaules lourdes. « Je ne savais pas comment élever Rosie sans toi. Je ne savais pas comment continuer sans m'effondrer. Je gardais le garage ouvert parce que je ne savais pas quoi faire d'autre de mes mains. Je ne parlais pas de toi parce que je ne savais pas comment le faire sans m'effondrer. » Son regard restait fixé sur la pierre, mais sa voix s'était stabilisée. Et puis Ivy est arrivée et tout ce que j'avais enfoui a refait surface. Je la détestais pour ça. Je détestais qu'elle te ressemble, qu'elle sourit comme toi, qu'elle me rappelle tout ce que j'avais perdu. Mais elle n'est pas toi. Une pause. Elle n'est pas toi. Et je suis fatigué de lui en vouloir pour ça. Derrière lui, Ivy retint son souffle, mais elle ne bougea pas. Luc s'essuya les yeux et s'agenouilla, balayant un peu de neige à la base de la pierre. « Tu me manques, Clara, mais je dois arrêter de blâmer le monde pour avoir survécu à ta mort. » Et dans ce coin froid et calme de Ferril, il se permit enfin de dire au revoir. Le tiroir avait toujours été un peu coincé, l'un des vieux caprices des tables de chevet, juste assez pour être agaçant, mais jamais assez pour être réparé. Ivy le tira distraitement tout en rangeant l'ancienne chambre de Clara dans le cottage, ne s'attendant à rien de plus qu'une chaussette de rechange ou un stylo perdu. Mais cette fois-ci, avec un grincement et un mouvement soudain, le panneau arrière céda. Quelque chose glissa vers l'avant depuis l'ombre. Une petite enveloppe jaunie sur les bords, scellée mais jamais postée. Ivy la ramassa avec précaution, son nom écrit de la main de Clara sur le devant. Ivy. Son cœur battait la chamade alors qu'elle s'asseyait sur le bord du lit, les doigts tremblants. Elle retourna l'enveloppe une fois, deux fois, puis l'ouvrit avec la délicatesse de quelqu'un qui tient un morceau de temps fragile. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, à l'encre délavée, soigneusement pliée. L'écriture était familière, bouclée et imparfaite, avec quelques ratures, comme si Clara avait cherché les mots justes. « Si Ivy te trouve un jour, dis-lui que je n'ai jamais cessé d'espérer. Dis-lui que je n'ai pas cherché autant que j'aurais dû, mais que je n'ai jamais cessé de me demander où elle était, si elle allait bien, si elle riait toujours comme dans mes souvenirs. Je n'ai pas parlé de toi à Luc parce que je ne savais pas comment. Et je n'en ai pas parlé à Rosie parce que j'avais peur que cela ressemble à une histoire sans fin. Je ne voulais pas lui poser une autre question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Mais si elle est avec toi, si elle te retrouve d'une manière ou d'une autre, dis-lui qu'elle n'a jamais été oubliée, pas une seule fois. Clara. » La lettre tomba sur les genoux d'Ivy alors qu'elle pressait sa main contre sa bouche, les yeux remplis de larmes. Elle la relut encore et encore, chaque mot étant à la fois un baume et une lame. Plus tard, elle entra dans le salon où Luc était assis en train de lire. Rosie dessinait par terre à côté de lui. Ivy ne dit rien. Elle lui tendit simplement la lettre. Luc la lut en silence, son expression indéchiffrable jusqu'à la fin. Puis, il leva les yeux vers elle. La voix, à peine plus qu'un murmure. « Elle te voulait, elle. » Ivy acquiesça, les larmes coulant sur ses joues. « Elle t'a toujours voulu. » L'offre de la ville restait non ouverte dans la boîte de réception d'Ivy, brillant sur l'écran de son téléphone comme un défi silencieux. Un salaire généreux, sa propre équipe, un bureau d'angle dans un immeuble de verre donnant sur une ligne d'horizon dont elle rêvait autrefois, le genre d'offre que l'on ne reçoit qu'une fois dans sa vie. Elle la fixait depuis la balancelle sous le porche, tandis que le soleil de fin d'après-midi étendait ses ombres dans le jardin. Luc était à l'intérieur, en train de préparer le dîner. Les rires de Rosie résonnaient dans la cuisine alors qu'elle s'entraînait à épeler des mots à voix haute, demandant de l'aide à Ivy par la fenêtre ouverte. Ivy regarda l'écran une dernière fois, puis verrouilla finalement son téléphone et le posa à côté d'elle. Lorsque Luc la rejoignit il acquiesça. « Je pense qu'ils veulent une réponse d'ici demain. Ils ne disent toujours rien. »« Je ne pars pas, » dit-elle d'une voix douce mais claire. « Je pensais que j'irais peut-être. Je me suis même dit que c'était logique. Un nouveau départ, une décision intelligente, une distance sûre par rapport à tout. » Luc se tourna vers elle, le front tendu, dans l'attente. «
Mais ensuite, Rosie m'a donné son dessin ce matin, continua Ivy. Et c'était moi, elle et toi sous une petite maison bancale avec de la fumée qui sortait de la cheminée. Et au-dessus, elle avait écrit « Notre famille ». Luc expira lentement, quelque chose se relâchant dans sa poitrine. Ivy sourit, un sourire triste et complice. J'ai passé toute ma vie à fuir les fantômes, le silence, les histoires auxquelles je ne pensais pas appartenir. Elle se tourna complètement vers lui. Je ne veux plus fuir. Je préfère construire quelque chose ici, même si c'est compliqué, même si ça fait parfois mal. Luc lui prit la main et la posa doucement dans la sienne. Cet endroit n'a pas besoin d'être parfait, dit-il. Il a juste besoin d'être réel. Ivy acquiesça, les yeux brillants. Alors je suis exactement là où je dois être. Le clair de lune se répandait doucement à travers la fenêtre de la chambre de Rosie, peignant la pièce d'argent et d'ombre. Ivy était assise au bord du lit, démêlant les nœuds dans les cheveux de Rose avec des gestes lents et doux. La petite fille était calme ce soir-là, plus calme que d'habitude, le regard distant, les doigts tripotants l'ourlet de la manche de son pyjama. « Je peux te dire quelque chose ?» murmura Rosie. Ivy s'interrompit et posa la brosse. « Bien sûr. » Rosie se redressa légèrement, serrant contre sa poitrine son ours en peluche préféré. « J'ai rêvé de maman cette nuit. » Ivy retint son souffle. Elle se pencha doucement vers elle, le cœur déjà serré. Quel genre de rêve? La voix de Rosie était douce, comme si elle ne voulait pas effrayer le souvenir. Nous étions dans le jardin et maman était assise sur la balançoire. Elle était comme avant, dans la robe bleue qu'elle portait à la foire. Elle m'a souri et m'a tapoté la place à côté d'elle. Ivy acquiesça, les yeux embués. « Je me suis assise, » continua Rosie, « et je lui ai dit qu'elle me manquait. Je lui ai demandé si elle était fâchée que nous rions maintenant, que nous ayons de nouveaux dîners, que nous préparions des gâteaux qu'elle ne m'avait pas appris à faire. Elle a hésité, la voix tremblante, et elle a dit non. Elle a dit qu'elle aimait quand nous rions. Elle a dit qu'elle était contente que je mange encore trop de biscuits. » Ivy a laissé échapper un petit rire, essuyant une larme sur sa joue. Puis elle m'a regardé, a chuchoté Rosie, les yeux écarquillés, et elle a dit « C'est bon si tu es à nouveau heureuse, c'est ce que je veux. » La pièce est restée silencieuse pendant un instant. Seul le tic-tac de la vieille horloge murale et leur respiration douce se faisaient entendre. Ivy a enlacé Rosie et l'a serrée contre elle. « C'est un beau rêve, ma chérie. » Rosie s'est blottie contre sa poitrine, déjà en train de somnoler. « Tu crois que les rêves sont réels ?» a-t-elle demandé d'une voix endormie. Ivy embrassa le sommet de sa tête, la voix émue. « Je pense que les plus importants le sont. » Et tandis que Rosie sombrait dans le sommeil, Ivy resta assise dans le silence, serrant la fille de Clara contre elle, le cœur rempli d'un sentiment plus profond que le chagrin, l'acceptation, la paix et peut-être, juste peut-être, un nouveau départ. Le ciel était d'un gris doux de début de printemps, celui qui laisse entrevoir la chaleur, mais qui conserve encore la morsure de l'hiver dans la brise. Luc se tenait au bord de la cour, les mains dans les poches, regardant Rosie courir dans l'allée de gravier, les mains couvertes de traces de craie et un sourire trop large pour être contenu. Ivy était assise sur les marches du porche en riant, une trace rose sur la joue où Rosie l'avait taguée au milieu de son dessin. Ce n'était rien de spécial. Pas de grands moments, pas de musique dramatique, juste un après-midi. Mais quelque chose avait changé en Luc. Pendant des mois, il avait vécu comme quelqu'un qui marche sous l'eau. Tout était étouffé, tout était lourd. Le souvenir de Clara était comme un poids autour de sa cheville. Quelque chose de sacré qu'il ne pouvait pas lâcher sans avoir l'impression de la trahir. Et quand Ivy était revenue dans sa vie, cela avait tout bouleversé. Toute la culpabilité, le chagrin, la douleur impossible de vouloir à nouveau quelque chose. Mais debout là, regardant Ivy s'essuyer les mains sur son jean et lancer une blague à Rosie, Luc ne voyait pas l'ombre de Clara. Il ne voyait pas de fantôme, ni de double, ni de questions. La femme qui était restée malgré les escaliers, les chuchotements, les doutes, qui n'avait pas essayé de remplacer Clara, mais seulement de se faire une place. Elle n'avait pas essayé de le réparer. Elle était simplement restée. Luc retourna sous le porche, marchant silencieusement, les mains toujours enfoncées dans les poches de son manteau. Ivy leva les yeux à son approche, écartant une mèche de cheveux de son visage, une pointe d'interrogation dans les yeux. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il acquiesça, puis s'accroupit à côté d'elle, les genoux pliés, les yeux fixés sur les siens. « Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et réaliser que tout cela n'était pas réel, » dit-il. « Que cette relation n'était qu'une invention de mon esprit parce qu'elle me manquait tellement. » Ivy soutint son regard, et maintenant, il sourit légèrement, avec assurance.
Maintenant, je pense que j'ai enfin arrêté de fuir. » Il lui prit la main et pour la première fois, il ne regardait pas en arrière. Le soleil plongeait derrière les arbres, projetant de longues rayons dorés sur le porche où Ivy était assise, recroquevillée dans un pull de taille trop grand. L'un des vieux pulls en flanelle de Luke qu'elle lui avait volé il y a quelques semaines et qu'elle ne lui avait jamais rendu. Ses pieds nus étaient repliés sous elle, et elle tenait dans ses mains une simple tasse blanche que Rosie avait peinte à l'école, légèrement de travers, ébréchée sur le bord, mais toujours utilisable. Elle l'inclina, but une gorgée, puis s'interrompit. Elle plissa les yeux en remarquant quelque chose de nouveau imprimé sur le bord inférieur, dans l'écriture soignée de Luke. « C'est ici chez nous maintenant. » Elle cligna des yeux, un sourire se dessinant sur ses lèvres avant qu'elle ne puisse l'en empêcher. À ce moment-là, la porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant, et Luke sortit, tenant sa propre tasse, de la même couleur, mais propre et sans marque. « Tu as mis du temps à le remarquer, » dit-il en s'appuyant contre le poteau, la brise jouant avec quelques mèches de ses cheveux. « Tu as écrit sur ma tasse, » dit Ivy. « Oui, pas de discours, pas de bougie, pas de questions avec un point d'interrogation. » Luke gloussa. « Je me suis dit qu'on avait déjà répondu à toutes les questions difficiles. » Ivy retourna la tasse entre ses mains, suivant les lettres du bout du pouce. Ce n'était pas sophistiqué. Ce n'était pas une demande en mariage, mais c'était quelque chose de mieux. Stable, réel, enraciné. Elle leva les yeux vers lui, la poitrine remplie d'une chaleur qui n'avait rien à voir avec le thé. « Je vais trinquer à ça, » murmura-t-elle. Luke s'approcha, s'assit à côté d'elle, leurs épaules se frôlant, sans échange d'alliance, sans grande déclaration, juste deux personnes usées par le monde, acceptant tranquillement d'arrêter d'errer. Les gloussements de Rosie flottaient à travers la fenêtre derrière eux alors qu'elle triait les pièces d'un puzzle à la table de la cuisine. À l'intérieur, tout était encore en désordre. La vie serait toujours compliquée, mais cela, c'était simple. Ils levèrent leurs tasses ensemble dans une cérémonie silencieuse. Pas de vœux, pas de promesses gravées dans le marbre, juste deux mots prononcés avec plus de sens que la plupart ne pourraient emporter. « Chez nous, maintenant ». Le panneau fut installé un samedi matin frais, le genre de matin où l'air sentait la sûre et un nouveau départ. Luke se tenait au bord de l'allée, les bras croisés, une clé à molette encore dans une main après avoir réglé l'alignement du rack plus tôt. Ivy se tenait à côté de lui, les cheveux relevés en un chignon désordonné, des éclaboussures de peinture sur son jean après avoir retouché la porte d'entrée. Rosie dansait autour d'eux, ses bottes claquant sur le gravier alors qu'elle essayait d'attraper les feuilles qui tombaient comme si c'était des confettis. Le panneau en bois était fait à la main, sculpté par l'un des anciens artisans de la ville, qui ne disait presque jamais un mot, mais qui avait le don de façonner des objets qui duraient. Il était audacieux mais pas tape à l'œil, élégant mais simple, à l'image des personnes qu'il représentait, Carter et Bennett Otto. En dessous, des mots plus petits étaient gravés dans le bois, alimentés par le courage, soutenus par la grâce. Luke déglutit péniblement, la gorge serrée. Ivy passa doucement ses doigts sur le grain du bois, son nom aux côtés du sien pour la première fois sur quelque chose de permanent. Pas seulement sur des papiers, pas seulement dans des murmures et des « peut-être », quelque chose de vraiment public. Rosie les regarda, les yeux écarquillés. « Cela signifie-t-il que c'est à nous maintenant ?» demanda-t-elle. Luke sourit et posa une main sur son épaule. « Cela signifie que nous le construisons ensemble. » La nouvelle se répandit rapidement, comme tout se répandait rapidement à Ferril. Les clients commencèrent à venir juste pour prendre des photos de la nouvelle enseigne. Certains laissèrent des cartes dans la boîte aux lettres, certains pour les féliciter, d'autres simplement griffonner avec « il était temps ». Une femme a laissé un mot qu'Ivy a conservé plié dans son portefeuille pendant des années. Elle serait fière, non pas parce que tu l'as remplacé, mais parce que tu lui as rendu hommage en choisissant Joy malgré tout. Ce soir-là, Luke ferma le garage et Ivy éteignit les lumières. Ils se tinrent sous la lueur de l'enseigne, les mains enlacées. Ils ne se contentaient plus de réparer des voitures. Ils réparaient le passé, un tour de clé à la fois. Et Ferril cessa enfin de murmurer. Il se mit à saluer. La classe était chaleureuse et bourdonnait de conversations à voix basse, tandis que les élèves de 4e année remettaient leurs dissertations manuscrites à l'avant. Madame Langston sourit gentiment en empilant les copies, promettant de les lire toutes pendant le week-end. Mais Rosie Carter ne semblait pas nerveuse comme certains des autres enfants. Elle s'était assise à son bureau, le menton haut et les mains jointes, comme quelqu'un qui savait exactement ce que ces mots signifiaient, même si personne d'autre ne le comprenait encore. Le devoir était simple. Écrire sur un miracle. Certains enfants ont écrit sur des animaux de compagnie qui n'auraient pas dû survivre.
ou sur un match de baseball où ils ont réussi un home run chanceux. Mais la rédaction de Rose commençait par un souvenir. Elle commençait par la neige, un accident de voiture et un inconnu qui ressemblait beaucoup à quelqu'un que nous pensions avoir perdu. Elle n'a pas rempli la page de grands mots. Elle n'a pas essayé d'expliquer la science des tests ADN ou le silence entre les adultes lorsque le chagrin est lourd. Elle a simplement dit la vérité telle qu'elle l'avait toujours connue. Ma tante s'était perdue, mon père était coincé, mais l'amour avait tout arrangé. Rosie a écrit sur la mort de sa mère quand elle était petite et sur le fait que pendant longtemps, son père ne riait pas beaucoup. Elle a raconté qu'elle dessinait souvent sa famille avec un élément manquant qu'elle n'arrivait pas à nommer, jusqu'au jour où une femme aux yeux fatigués et à la voiture en panne est apparue. Et cette image a enfin pris tout son sens. Elle ressemblait à maman, mais ce n'était pas elle. C'était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui était resté. Elle décrivait la tarte d'Ivy, son rire, la façon dont elle lisait des histoires à voix haute et ne sautait jamais les plus longues. Comment le garage avait reçu une nouvelle enseigne et leur maison semblait plus chaleureuse, même en hiver. Comment son père avait enfin recommencé à danser dans la cuisine. Et à la toute fin, Rosie écrivait « Certains miracles ne se produisent pas dans le ciel ou par magie. Certains marchent simplement dans la neige quand on s'y attend le moins. Certains apportent des tartes, d'autres apportent de la paix. » Lorsque Madame Langston a lu cette lettre, elle a pleuré. Et des années plus tard, tous ceux qui ont entendu l'histoire de la famille de Rosie, qui n'était pas parfaite, mais composée de morceaux qui refusaient de rester brisés, ont pleuré à leur tour. Dans cette histoire, à qui vous êtes-vous le plus identifié? Au chagrin de Luc, au sentiment tardif d'appartenance d'Ivy, ou au courage modeste mais puissant de Rosie? Partagez vos réflexions dans les commentaires, aimez et abonnez-vous, et regardez les vidéos à l'écran pour découvrir des histoires similaires. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.